suis Xavier Jeunemaître, je suis au comité éditorial de Médecine Science et je suis vraiment très content d'animer cette session qui va poursuivre la session précédente, puisqu'en fait, la question qui est posée là, c'est le Médecine Science face au monde des complexités, au temps des complexités. On l'a commencé déjà à l'aborder précédemment et on va l'aborder avec 4 orateurs différents sur des thèmes différents. D'une part, Jacques Hayesh qui plus va nous proposer une vision, je dirais, informatique, mathématique de la complexité et des données en masse peut-être. Bernard Henrissa qui va nous parler du microbiote et qui est un spécialiste de la glycogénomique. Donc on va voir avec lui comment aborder cette complexité. Claudine Junien qui est une professeure de génétique spécialiste en épigénétique, en nutrigénomique, et on va voir aussi avec elle comment l'épigénétique est un monde extrêmement complexe et comment essayer de l'aborder dans la transmission des connaissances. Et puis Laurence Lafanacher, excusez-moi, qui elle va nous parler du médicament et qui absolument, médicaments anticancéreux en particulier, sur lesquels elle a fait des avancées remarquables au cours des dernières années. Donc on va commencer par Jacques Hayesh, si tu le veux bien. Bonjour. Je vais commencer. Enfin, j'avais pas prévu de commencer comme ça, mais je vais commencer comme ça. Je vais commencer par remercier. Ça va là au point de vue micro là. Ouais, je vais commencer par remercier en fait Hervé de m'avoir embarqué dans l'histoire de Médecine Science et de m'avoir exfiltré en fait de notre comité éditorial d'un journal dont je ne citerai pas le nom. Mais ce que je voudrais dire au-delà du merci, c'était pourquoi. Et en fait, puisqu'en fait on parlait de Médecine Science, pour moi cette histoire m'a intéressé et le fait d'être embarqué m'a intéressé parce que dans l'ADN de Médecine Science, et tel qu'on l'a dit un peu ce matin, il y a une primauté en fait de la pensée, comme l'a dit Axel Kahn, et du concept et du modèle par rapport aux données. Alors que dans la plupart des journaux scientifiques, on a plutôt le curseur vers les données en essayant de faire en fait plus un résumé d'un ensemble de données sans essayer en fait d'avoir cette primauté de la pensée. Alors comme je sais que j'ai une certaine logorée, j'ai essayé d'écrire mon intervention pour qu'elle reste en fait dans les 45 minutes prévues. Donc je ne vais pas parler des complexités, mais en fait d'une complexité par opposition et plutôt d'une pensée complexe par rapport à l'opposition d'une approche réductionniste. Et je voudrais effleurer 2 questions qui sont: est-ce que quand on parle aujourd'hui en fait de complexité de big data, et il faudra transformer le mot big data en fait en français, est-ce qu'on est dans un effet de mode? Et ma réponse sera non, mais pour différentes raisons. Et pourquoi on associe ces 2 concepts? Et ma conviction, c'est qu'en fait, c'est les 2 faces d'une même médaille, et j'essaierai d'expliquer ça. Voilà. Alors, big data, si on le traduit, en fait, ou si on regarde comment il est traduit en français, on a assez souvent le mot un peu valise de data mass. Je trouve que ce n'est pas très joli. On peut parler de gisement de données. Moi, je préférerais presque parler d'avalanche de données. Et on voit déjà en fait la subtilité de la langue française, parce que chacune de ces expressions implique une certaine réflexion sur qu'est-ce que sont ces données, à quoi elles peuvent servir, est-ce qu'elles doivent en fait diriger notre manière de réfléchir sur le vivant, ou bien est-ce qu'il faut au contraire les dominer. Alors, mon premier point, c'est que l'approche réductionniste, enfin, je vais dire des choses qui ont déjà été dites et qui sont un peu simplistes, et le problème, ce sera de passer d'une pensée simpliste à une pensée complexe. Donc, ce que je dirais à la fin, donc je vous donne le résumé pour ceux qui sont en phase postprandiale, c'est de parier sur la complexité. Donc on se posait la question, c'est comment essayer en fait de marier le complexe et le compréhensible. Donc cette approche réductionniste, en fait, au moins depuis un siècle, sinon plus, a permis de grandes avancées en sciences, mais cela a été fait au détriment de ce que, et je reprends une partie en fait de la pensée d'Edgar Morin, justement de ce que Edgar Morin appelle la pensée complexe, et au détriment d'une vision plus globale telle qu'on commence à la retrouver actuellement dans la biologie des systèmes,
et telle qu'elle a été définie dans pratiquement son dernier livre par von Bertalanffy dans la justement théorie générale des systèmes, lui-même étant au départ un biologiste. Donc, dans cette approche réductionniste, ce qu'on prend, c'est un principe de simplicité qui, à minima, en fait, minimise justement les interactions, si ce n'est en fait nie totalement ces interactions. Et ces interactions, c'est ce que je vais continuer à appeler dans la suite en fait, de cette brève intervention, le tissage du vivant, quoi. Et c'est se focaliser d'abord sur l'énumération et la description des éléments. Et ça a été effectivement pendant au moins un siècle, et même maintenant, et même dans ce qu'on apprend encore à l'université, la force motrice et structurante des sciences du vivant dans en fait, cet effort de compréhension du vivant. Mais alors pour être très schématique, si cette description permet de décrire les engrenages du réveil, on sait tous qu'un sac d'engrenages ne va pas donner l'heure. Et de la même manière, on sait tous qu'une cellule, même si ça a été un peu considéré comme ça, et je réfère en fait aux théories du siècle dernier sur les questions sur la théorie de l'élan vital et même du vitalisme, une cellule ne peut pas être considérée comme un simple sac de molécules et on ne va pas comprendre le vivant simplement par l'énumération en fait, des objets qui composent la cellule. Mais avoir une pensée simple, c'est facile et c'est rassurant. C'est deviner, préférer et souvent croire. Et de ce fait, ça met en place en fait, des pensées tubulaires et des clans disciplinaires. J'aurais tendance, par rapport à ce qu'a dit Anne-Marie Moulin ce matin, à penser que le style est aussi en fait, une caractéristique d'un clan disciplinaire. Et d'une certaine manière, c'est l'acceptation de ce style qui permet de pouvoir entrer facilement dans ce groupe disciplinaire. C'est normaliser la pensée dans un langage sans nuance. La description d'éléments ne nécessite pas d'avoir obligatoirement une nuance. Et donc, quand on parle de l'anglais, moi je ne pense pas que l'anglais soit en fait la langue scientifique, c'est un anglais global, ce qu'on a toujours appelé le globish. C'est à un moment donné en fait un rapport de force entre différentes communautés de scientifiques. Et on peut imaginer que d'ici 10-20 ans, on n'est pas simplement en fait un globish, on est en fait un global Chinese ou un glonise qui se mettent à émerger. C'est aussi tuer l'innovation, cette pensée, parce que on passe par l'acceptation d'un corpus conceptuel pour pouvoir faire partie d'une communauté disciplinaire. Cette acceptation du corpus conceptuel va, d'une manière évidente, tuer l'innovation. Ça a été dit encore ce matin. C'est à l'interface en fait, des différentes disciplines, à l'interface en fait, de différentes pensées que va se créer cette innovation. Mais pourtant, tout notre système pour l'instant a été construit dans l'idée de cette hiérarchie disciplinaire telle qu'elle avait été citée aussi ce matin, et dans l'idée qu'en fait, on se reconnaît à partir du moment où on fait partie d'une discipline. Et ça fait barrage à l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité, même si tout le monde est persuadé que c'est là où va se faire l'innovation, parce que quand on commence à avoir des responsabilités, on l'avait montré en fait, dans la recherche en oncologie, entre 35 et 50 ans, c'est trop compliqué, surtout trop risqué de faire de l'interdisciplinarité. Et quand on est en charge en fait, d'une unité de recherche, on ne va pas prendre ou on ne va pas envoyer des thésards dans l'interdisciplinarité nécessairement, parce que ça peut leur couper en fait, les ailes dans une carrière future. À l'inverse, avoir une pensée complexe, et donc la notion de complexe va émerger parce que le paradigme de la simplicité arrive en fait à un mur. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement par l'énumération, donc on ne comprend pas plus le vivant à partir du moment où on a défini tout le génome, tout le transcriptome, tout le protéome, tout le métabolome, toutes les cellules, etc. Il faut qu'il y ait une primauté en fait, du concept et du modèle, justement une primauté de la pensée vers ce cadre-là. Et pour avoir cette pensée-là, et effectivement vous reconnaîtrez un certain nombre d'idées qui ont déjà été développées dans le travail d'Edgar Morin dans la méthode, mais avoir une pensée complexe, c'est proposer des hypothèses réfutables, bon, okay, on va retrouver Popper, c'est rechercher les interactions de ce que j'appelle le plexus du vivant, quoi. Complexe, c'est le plexus.
c'est à l'opposé de compliqué, qui est essayer de mettre dans une petite valise tout ce qu'on sait, et on n'arrive pas à tout plier, donc à fermer la valise. Mais prendre en charge en fait cette complexité, c'est-à-dire cette évidence des interactions, il faut pouvoir l'aborder avec une pensée qui ne coupe pas ces interactions, et en se disant qu'effectivement, quand on n'a pas toujours les outils pour aborder ce type-là de problématique, ben à ce moment-là, on préfère aller vers un principe de simplicité. Rasoir d'Occam, je coupe tout ce qui est interaction et je regarde en fait que les éléments. Donc c'est créer des relations et s'auto-corriger. C'est-à-dire, il n'y a plus effectivement un modèle. Idéalement, et pour revenir à MS, c'est Joël parlait en fait de faire une interview de l'auteur. Ce serait aussi d'avoir une critique en fait, éventuellement à travers l'interview, et d'avoir idéalement un journal participatif. C'est un peu essayé à travers les forums, c'est difficile. Et c'est difficile de faire émerger à travers un journal participatif une sorte d'intelligence collective. J'y reviendrai un peu par la suite. Et c'est communiquer dans une langue dont on domine les nuances pour pouvoir décrire en fait cette complexité du tissage, ces principes d'auto-organisation, cette émergence en fait de propriétés qui ne sont pas évidentes à partir simplement d'énumération des éléments. Et c'est échapper, je dirais, aux régressions simplement linéaires. Ça a été un peu touché ce matin aussi, c'est dans un système, quand on le perturbe, se dire que quand je multiplie par 2 fois la perturbation, j'ai 2 fois l'effet. C'est un principe de simplicité de se dire qu'on a cette linéarité. C'est une non-réalité justement au niveau du vivant, où en fait le tissage d'interaction donne des propriétés qui échappent à cet univers de la linéarité. Mais quand dans les années 30 on n'avait qu'une règle, eh bien, on était obligé en fait de tout transformer pour arriver à avoir des explications linéaires de ce qu'on décrivait. Passer à une approche réductionniste, à une pensée complexe, qui est à mon sens plus intégrative qu'une approche globale simplement holistique, parce que cette pensée complexe, elle inclut des allers-retours entre les différents niveaux en fait, de complexité, de la cellule, de la molécule à la cellule, etc. Même en écrivant, je suis trop long, c'est incroyable. Bon, donc je vais accélérer. Cette pensée donc, complexe et non compliquée, on la voit émerger tout au long du XXe siècle. Elle est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie des systèmes, avec la filiation claire avec von Bertalanffy, mais surtout avec, je voudrais rappeler ça, en fait des rencontres qui ont eu lieu près de New York, à Massy. C'est un neuroscientiste qui est McCulloch, qui a été l'instigateur de ces rencontres, dans lesquelles il y avait Alan Turing, donc le père de l'informatique, Wiener, le père de la robotique, von Neumann, le père de la logique floue, et McCulloch, qui va être à l'origine en fait, de tout ce qui est les sciences cognitives. Et donc ces réunions de Massy qui sont passées de 1943 à 1952 ont été aussi à la base de tout ce qu'on pourra appeler maintenant l'intelligence, enfin, au-delà de l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est sciences cognitives et sciences de l'information. Maintenant, revenons au big data, data mass, avalanche de données, etc. En fait, c'est cette approche réductionniste qui conduit à cette avalanche de données. C'est en incitant en fait, à énumérer les éléments de la manière la plus exhaustive possible qu'on commence à industrialiser en fait, cette approche de données. Et effectivement, le grand péché, ce serait que l'industrialisation et ensuite la compréhension du vivant ne soient conduits que par en fait, les données et plus du tout par la pensée. Et donc, en fait, je voudrais rappeler juste un chiffre, enfin 2 chiffres avant de terminer. Si on regarde simplement entre 2000 et 2015, l'augmentation des publications, globalement, ou au niveau de la biologie, mais je reviendrai sur la biologie, on a un doublement chaque 11 à 12 ans. Si on regarde en fait le nombre de nucléotides comme illustration de ce qui est l'augmentation de la production de données, ou de l'avalanche de données, on a un doublement en fait, de la production chaque 2 à 3 ans. C'est-à-dire que dans chaque papier, depuis au moins 2000, mais c'est probablement avant, on a 2 à 3 fois plus de données chaque année par papier. Donc ce n'est pas simplement l'augmentation des papiers qui pose problème. C'est l'augmentation en fait, de la quantité de données par papier et donc son analyse. Et le deuxième point qui est, je ne sais pas si ça a échappé ou pas, c'est j'ai regardé entre 2000 et 2015 l'augmentation de la production des papiers en biologie
par rapport à la production de tous les papiers. En 2000, on était à 23-24%. À peu près, en fait, c'est-à-dire que en France, c'est le cas aussi. Les sciences de la vie représentent un quart, à la fois en termes budgétaires et à la fois en termes en fait, de publication, de l'ensemble de la science. Mais entre 2000, au niveau mondial, entre 2000 et 2015, la proportion des papiers en biologie et médecine est passée de 24% à 31%. Il y a eu un effort extrêmement considérable dans le domaine de la biologie et de la compréhension biologie-médecine, dans presque tous les pays, en particulier les États-Unis et la Chine, quand on regarde, et très peu en France. Bon, donc, je finirai en disant que vis-à-vis de cette médaille avec les doubles faces complexité et data mass, ou plutôt avalanche de données, je crois que MS est face à 5 défis, mais qu'historiquement, il est prêt à les relever. C'est aborder la complexité par la confrontation des points de vue. J'avais écrit ça, ça rephrase en fait un des objectifs qui a été donné par Axel Kant sur la mise en place en fait dans la culture et de réimplémenter la science dans la culture. C'est fuir l'enfermement disciplinaire et les codes de pensée. Et ça, je crois que ça a été fait à travers les compositions des différents comités éditoriaux et qui permettent justement de fuir un champ disciplinaire ou un club disciplinaire ou un réseau disciplinaire pour pouvoir mettre en exergue ou en compétition ou en émulation en fait différents points de vue. C'est s'éloigner de ce que j'appelle le gavage expérimental pour le dominer par une pensée simplexe, donc telle que j'ai définie, et pas simpliste. C'est sortir du réductionniste et de la pensée linéaire pour encyclopédier, je prends ce mot aussi d'Edgar Morin, c'est-à-dire apprendre à articuler les points de vue disjoints du savoir. Actuellement, y compris à l'université, on est dans des points de vue disjoints, un cycle actif et dans lequel on ramène ensemble en fait, ces différents champs disciplinaires. À l'état actuel, enseigner en fait, la biologie structurale indépendamment ou la biochimie indépendamment de la génétique, ça commence à devenir presque un non-sens s'il n'y a pas les liens entre en fait, ces différentes disciplines. Et c'est promouvoir une pensée complexe face à la complexité effectivement du vivant et de la maladie. Complexité là que je prends à la fin, dans le sens un peu café du commerce, c'est-à-dire c'est compliqué de l'ensemble des problèmes qu'on fait. Je sais que j'ai été trop long. Merci beaucoup Jacques. Comme pour les séances précédentes, on va poursuivre par les orateurs avant d'avoir une discussion finale. Donc l'orateur suivant est Bernard-Henri Sasse sur le microbiote. Merci, vous m'entendez tous? Apparemment. Oui, je suis Bernard-Henri Sasse, je suis directeur de recherche au CNRS dans l'équipe glycogénomique du laboratoire AFMB à Marseille. Et mon but est d'explorer la diversité biologique pour découvrir de nouvelles enzymes qui assemblent ou désassemblent les sucres complexes. Alors, on ne va pas avoir le temps d'aller dans tous les détails de cette affaire, mais un des domaines où foisonnent ces enzymes, c'est le microbiote intestinal. Donc j'ai 2-3 mots sur le journal, Médecine et Sciences, après m'avoir fait publier l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour la première fois en français, me fait aujourd'hui parler en français, ce qui est très inhabituel pour un scientifique. Merci, donc. Et excusez mon langage pauvre. Voilà. Donc, MS partage une partie de ses contraintes avec les autres revues scientifiques. Par exemple, si son facteur d'impact augmentait, personne ne s'en plaindrait. Mais je pense que son public, en fait, il est moins sensible aux facteurs d'impact que ses auteurs. C'est quelque chose de curieux. Mais il y a des problèmes qui sont communs avec les journaux plus traditionnels. Et en particulier, c'est peut-être un peu moins critique parce qu'il s'agit quand même de revues. C'est le volume de données qu'il faut rapporter par article. Jacques vient d'en parler. Comment rapporter à un public large, même un peu spécialisé, un volume de données ou les résultats de l'analyse d'un volume de données qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans. Donc c'est le cas en particulier de ce qu'on fait sur le microbiote, ce que c'est la communauté scientifique, ce qu'on fait au niveau de le microbiote digestif humain en particulier. Quelques chiffres. Un individu sain possède
environ, au niveau de sa flore intestinale, 1 millier d'espèces bactériennes qui sont différentes et qui sont présentes en des quantités variables d'un individu à l'autre ou d'un moment à l'autre. Fonctionnellement, le microbiote est extrêmement complexité, et on soupçonne son application dans des tas de pathologies. Les méthodes d'étude de ces communautés bactériennes qui sont complexes et fluctuantes, d'un individu à l'autre, je l'ai dit, au cours de la vie, au cours d'un moment à l'autre de la journée, chez un même individu, ces méthodes ont émergé récemment, et pour certaines, elles sont encore balbutiantes. Quelques chiffres encore pour éclairer. Donc, le microbiote d'un individu en bonne santé, je l'ai dit, c'est environ 1000 espèces bactériennes différentes. Ces 1000 espèces bactériennes, collectivement, vont posséder environ 3 millions de gènes. Ça, c'est pour un individu. Et on n'a pas exactement les mêmes flores d'un individu à l'autre, pas exactement les mêmes populations, les mêmes compositions. On estime que le pan-microbiome humain possède environ 10 millions ou plus de gènes. Donc, on va revenir à un seul individu, c'est 3 millions de gènes à peu près, dans le microbiome, pour 20 000 gènes dans le génome. Donc c'est 150 fois plus d'informations génétiques dans votre intestin que dans votre génome. Alors, la fonction primordiale du microbiote, à mon avis, biaisée, c'est d'aider l'hôte à digérer ses aliments. En effet, le génome humain ne code que pour une douzaine d'enzymes capables de digérer, de couper les sucres que l'on trouve dans notre alimentation. Et les 3 sucres qui sont coupés par cette douzaine de gènes, c'est le sucre en poudre, le lactose, le sucre du lait maternel, et un petit peu de l'amidon. Et tout le reste est digéré par votre flore intestinale. Donc la nourriture végétale et animale, il n'y a pas que la nourriture végétale qui a des sucres, contient des dizaines, des centaines de polysaccharides complexes dont la digestion en sucre simple, donc assimilable, nécessite des centaines, des milliers d'enzymes qui sont présentes dans votre flore. Donc cette digestion, on ne sait pas la faire. Et donc si on prend toujours ces 3 millions de gènes, on estime à peu près 55 000 le nombre d'enzymes de digestion des sucres complexes qui est encodé là-dedans. Donc 55 000, c'est 4 500 fois plus que nos 12 gènes. Donc ça paraît être beaucoup, et c'est beaucoup. Et la clé pour avancer dans ce domaine, c'est de ne pas prendre peur, c'est d'être organisé. Donc et c'est le grand défi de l'information et des grands volumes de données, c'est d'organiser cette information pour pouvoir la trouver et l'exploiter plus facilement. Donc certaines bactéries sont néfastes dans le cas de certaines pathologies. On peut citer la maladie de Crohn ou la maladie de l'intestin irritable, sans doute d'autres pathologies, alors que d'autres peuvent au contraire soulager certaines conditions. Comment manipuler la flore d'un individu pour améliorer sa santé? C'est quelque chose de très important. Il y a d'intenses recherches, c'est très compétitif là-dedans. Donc, collectivement, notre microbiote peut digérer à peu près toutes les molécules de sucre qu'on lui donne dans notre nourriture. Mais chaque bactérie n'a qu'un sous-ensemble des enzymes nécessaires à faire ceci. Donc, chaque bactérie n'a en fait qu'une petite partie des sucres qui lui sont accessibles. Donc en modifiant l'alimentation ou en la supplémentant avec des sucres, on va pouvoir modifier les proportions des bactéries de notre flore. Donc la modulation de ça par des sucres, par exemple, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Il y a d'autres voies qui permettent de manipuler les proportions entre espèces bactériennes dans la flore. C'est par exemple administrer des bactéries vivantes, ce qu'on appelle les probiotiques. L'industrie s'en est déjà emparée, alors qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Ou alors on peut aussi transplanter la flore d'un individu à l'autre. Ou également on peut utiliser des antibiotiques, puisque les bactéries répondent de façon différentielle aux antibiotiques.
Donc, pour le microbiote humain, résumons, 55 000 enzymes de digestion des sucres, 3 millions de gènes. Comment étudier de tels nombres? Comment présenter au lecteur les résultats d'analyse? Ça, c'est un véritable défi pour le journal, pour le chercheur aussi. L'examen de la littérature scientifique montre que les articles sont toujours les scientifiques primaires. Les articles sont de plus en plus courts, pour des raisons de coût de production sans doute, et ils sont accompagnés de volumes de données en annexe qui sont de plus en plus grands. J'ai vu des articles avec plus de 100 pages de données annexes. Oui. Et ces données annexes de 100 pages, quand vous devez les reviewer, vous avez beaucoup plus de chances de passer à côté de coquilles ou d'erreurs ou même d'analyses erronées. Donc le problème connexe aussi est comment retrouver ces données qui sont présentées de façon disparate dans des annexes écrites de façon différente par différents auteurs. Le dépôt de données digitales, de séquences par exemple, dans des bases de données, c'est quelque chose qui est commun et qui est fait par tout le monde, mais le dépôt de choses qui sont beaucoup plus hétéroclites, telles que des données biochimiques obtenues par la production d'une protéine recombinante dans tel hôte et quelle est sa valeur de Km, de K4, etc., c'est des choses qui sont bien plus difficiles à déposer de façon digitale. Et pourtant, la biochimie moderne peut livrer des milliers et des milliers de données expérimentales de biochimie chaque jour. Et donc, on est incapable de saisir, même informatiquement. Donc, c'est des choses, parce qu'il n'y a pas de format universellement accepté pour déposer ces choses. Donc, là-dedans, les gros volumes de données, ça veut dire on va faire des bases de données, on va rechercher quelle est la redondance, 55 000 gènes, mais ils ne sont pas tous des 55 000 gènes différents. On peut avoir des orthologues d'une bactérie à l'autre, etc. Donc, quelle est la quantité de redondance qu'il y a là-dedans? Comment organiser cette information? Comment l'exploiter? Les bases de données sont là pour ça. Mais il faut les alimenter, ces bases de données, avec des données qui sont capturables à partir de la littérature. Donc là, il y a un gros défi pour tous les journaux scientifiques, c'est d'exiger à terme le dépôt dans des formats codifiés de l'information biologique expérimentale. Donc moi, je suis quelqu'un de rapide et je vais m'arrêter pratiquement là en concluant. Le microbiote humain ou animal, ici on est dans le cadre de MAS, donc la vocation c'est l'homme, mais les problématiques qui sont abordées vont dans le domaine de l'animal ou même dans le domaine environnemental. Il y a des communautés de microbes dans le sol, par exemple. Donc c'est vraiment un champ d'investigation et de découverte qui est fabuleux. Et les méthodes arrivent à maturité. C'est quelque chose d'important à noter. Bien des études d'il y a seulement 10 ans sont obsolètes parce qu'elles ont été faites avec des méthodes obsolètes. Ma conclusion, c'est que tous ces volumes de données de séquençage en particulier seront utiles lorsqu'on saura les exploiter. Prédire ce qui peut l'être et en même temps être conscient de ce qu'on ne peut pas prédire à partir de ces données. Donc c'est vraiment ce jeu-là qu'il faut jouer, et à ce moment-là, la découverte est au coin de la rue. Merci beaucoup. Donc, complexité du microbiote. On va passer à la complexité de l'épigénétique. Claudine, Julien, tu peux prendre tu regardes si éventuellement. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche bien. Bien, déjà l'introduction me montre tout de suite qu'on parle d'épigénétique, mais on ne parle pas de l'autre terme, du terme DOAD. Donc j'aimerais que vous leviez la main, ceux d'entre vous qui savent ce que veut dire le terme DOAD. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 5-6 personnes dans la salle qui savent ce que veut dire le terme DOAD. Or, c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les relations avec l'épigénétique.
Et donc, je commence tout de suite. Le terme DOAD, en anglais, ça veut dire Developmental Origin of Health and Disease. Donc, origine développementale de la santé et des maladies. Et pourquoi est-ce qu'on a gardé ce sigle? Eh bien, tout simplement parce que c'est le terme international et qu'on ne peut pas faire autrement que de garder le terme que tout le monde utilise, même si en français, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de termes et qui sont tous très longs. Donc, on ne peut pas faire mieux. Bon. Donc, on a gardé ce terme DOAD. Et comme vous allez le voir, c'est un sujet qui révolutionne complètement l'appréhension de la maladie en s'intéressant non pas à la maladie elle-même, mais à ses déterminants précoces. Et que, à une époque aujourd'hui où on sait que les maladies chroniques vont augmenter de 17% en une décennie, c'est énorme et c'est quelque chose qui est inabordable pour tous les systèmes de santé, sachant que ça va continuer à augmenter. Donc si on ne s'intéresse pas aux déterminants précoces des maladies et qu'on ne s'intéresse qu'aux patients, on va forcément au fond du trou. Alors, pour essayer de respecter aussi le temps, j'ai écrit, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, mais je voulais quand même dire un mot pour Médecine Sciences et surtout pour l'ouverture qu'ils nous ont apportée, à bien vouloir faire un numéro spécial sur ce sujet, et justement à pouvoir, par l'intermédiaire d'un journal comme Médecine Sciences, essayer de vulgariser ce terme ou ces notions de DOAD et comment l'épigénétique intervient donc dans ces mécanismes. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, 17% d'augmentation prévue par l'OMS. Donc, ça veut dire qu'on sait que les outils dont on dispose pour lutter contre ce fléau sont malheureusement impuissants. Il s'agit de l'hypertension, de l'obésité, du diabète. On sait que tout ça est en train d'exploser. Alors, il y a un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'est justement, précisément, la DOAD. Donc, l'origine développementale de la santé et des maladies. Ainsi, un très bon exemple de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que le risque de mourir de maladies coronariennes dépend beaucoup plus du poids à la naissance d'un enfant que de tous les risques habituels qu'on connaît chez l'adulte. Mais ça, c'est quelque chose que, pour l'instant, on ignore, et c'est vrai pour des tas d'autres maladies, les maladies chroniques en général. Alors, ce concept montre donc que les premières périodes de la vie, depuis l'environnement périconceptionnel, et la grossesse, jusqu'à la fin de la 2e année, ce qu'on appelle les 1000 jours. C'est l'OMS qui a lancé ce motto des 1000 jours, sur lesquels donc il faut s'occuper très précisément de la nutrition de la mère, de son stress, enfin de tout l'environnement. Et on sait donc que ces 1000 jours constituent une fenêtre de sensibilité particulièrement importante. Et donc c'est là que l'environnement nutritionnel, écologique, socio-économique et les modes de vie vont créer des marques sur le génome. Donc c'est là qu'on arrive à l'épigénétique. Donc l'environnement va créer des marques sur le génome et du coup le développement du fœtus va être modifié de telle façon que à la naissance, le capital santé de l'enfant va être différent. Alors, on a des données sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet tout nouveau. Il y a à peu près 130 000 publications sur ce sujet concernant des études expérimentales chez l'animal, mais aussi des cohortes chez l'homme. Donc, ce concept est quelque chose qui est solide. Et on sait aussi que cette découverte donc, va offrir des nouveaux outils pour la santé globale, pour la prévention des maladies chroniques, pour l'optimisation du capital santé des enfants, mais aussi des générations à venir. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'attendre que la maladie apparaisse pour agir. Il faut agir avant. Et ce qu'il y a aussi, c'est que
outre ces mécanismes donc au cours du développement, on s'est aperçu qu'il existait des mécanismes non génétiques, non culturels, qui sont capables d'assurer le transfert de la mémoire, de l'exposition à différents environnements des parents, voire des grands-parents, aux enfants, et donc plusieurs générations, comme Lamarck l'avait déjà évoqué il y a à peu près 2 siècles. En effet, l'influence sur la santé d'un individu, de l'environnement sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de nutrition, de violence, de désastres naturels ou pas. On sait par exemple que les événements du 11 septembre ont eu des effets, par exemple, sur la prématurité au moment de la naissance des enfants, et ensuite ont laissé des marques sur l'épigénome de ces enfants qui vont avoir des conséquences tout au long de leur vie. Ces nouvelles notions appellent donc un changement de paradigme englobant une vision holistique, transversale, allant de la santé et du bien-être jusqu'à la maladie, tout au long de la vie et pour les générations suivantes. Donc avec cette découverte, parce que là aussi c'est une grande découverte, l'épigénétique, on la connaît, on étudie depuis des décennies, mais on a surtout découvert récemment que l'environnement laissait des traces sur l'épigénétique et que c'était comme ça qu'une fois l'épigénétique modifiée autour des gènes, on modifiait l'expression des gènes eux-mêmes et donc des tissus. On sait aussi que par l'héritabilité mitotique, c'est-à-dire au moment de chaque division, qu'il y a une héritabilité des marques épigénétiques. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à transmettre depuis le développement, depuis les stades de développement jusqu'à l'âge adulte, on peut arriver à transmettre donc des informations. Mais autant l'épigénétique a été bien reconnue et bien documentée comme étant cet instrument qui permet de transmettre donc de génération cellulaire en génération cellulaire ou depuis les anomalies du développement, autant en ce qui concerne la transmission aux générations suivantes, il y a de grandes controverses en ce qui concerne l'épigénétique. Pourquoi ? Parce qu'on arrive effectivement à détecter des marques épigénétiques qui sont altérées chez les parents. On en retrouve parfois certaines à la première génération ou pas du tout, ou bien on les retrouve à la 2e génération. Donc on a l'impression qu'il existe des processus ou des molécules, des mécanismes intermédiaires qui permettent en fait, de faire un petit peu le passage de relais de cette information. Mais ces intermédiaires, on ne les connaît pas. Et il y a quand même des candidats très intéressants que sont par exemple les molécules de type prion qui changent de conformation. On a aussi des métabolites qui peuvent avoir des effets, des métabolites diffusibles circulants. Et donc, il y a aussi, comme en parlait mon voisin, le microbiote qui peut aussi être très important et interagir ou non avec l'épigénétique et qui peuvent constituer donc ces mystérieux intermédiaires qui passent le relais de génération en génération. Alors, ce concept, en fait, il remonte aux années 80 à peu près, grâce aux travaux de David Barker. Mais sa perception, et on a vu aujourd'hui, sa perception, en fait, commence seulement à émerger dans le monde médical et scientifique. Dans le monde médical, ce sont plutôt les pédiatres qui commencent à être vraiment bien sensibilisés, un petit peu les gynécologues, les endocrinologues aussi un petit peu, mais dans le reste pour le reste des pathologies, on est vraiment encore très loin. Alors, le sentiment qu'on a, c'est que quand on parle de cette notion, là, en fait, la crainte qui existe, c'est que, par exemple, pour une femme, c'est « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que finalement, je ne serais pas responsable de ce type de pathologie chez mon enfant ? Est-ce que j'ai peut-être pas bu un petit peu trop de champagne ou fumé un petit peu trop de cigarettes et que ça aurait des répercussions ?» Donc il y a en fait un espèce de recul par rapport à ce type de concept et du coup, on est très en retard par rapport aux notions qu'on connaît.
Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut simplement apprendre à repenser, mais de manière positive, ces données, et voir tout simplement comment les enseignements du passé peuvent être utilisés pour l'avenir. Et effectivement, on peut très bien se dire, si on sait quels sont les facteurs de l'environnement qui jouent un rôle, comme par exemple les exemples du diéthylstilbestrol qui avait été utilisé chez les femmes. On sait maintenant qu'il y a des cancers chez les filles et chez les garçons. Donc maintenant, on sait que ces produits, il faut y faire très attention. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser ces notions pour les projeter sur l'avenir et identifier dans notre environnement quelles sont les substances nocives, quelles sont les fenêtres de sensibilité, parce qu'il existe des fenêtres de sensibilité et d'insensibilité. Donc les connaître pour savoir comment mieux prévenir l'apparition de ces maladies. Donc ces données nous rappellent beaucoup ce que Jean-Baptiste Lamarck proposait il y a 2 siècles. Et si certains d'entre vous sont allés au Jardin des Plantes et ont vu cette superbe statue de Lamarck, si on fait le tour de la statue, il existe derrière, sur le socle, un haut relief qui représente Lamarck vieillissant. Il était aveugle à la fin de ses jours, et à côté de lui, sa fille. Et il y a une inscription que je trouve très bien. « La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon père. » Merci. Dernière présentation et ensuite à la discussion générale, donc avec Madame Laurence Lafanécher cette fois-ci. Je ne me suis pas trompée. Non, c'est bien, merci. Alors je vais vous décevoir parce que je ne vais pas parler de médicaments. Pas parler de médicaments, mais plutôt comment les biologistes et les chimistes ont détourné un outil initialement développé par l'industrie pharmaceutique pour sélectionner des sondes, des petites molécules, des molécules chimiques, des sondes utiles pour la recherche et en faire des vrais outils de recherche. En fait, ils ont cette technique dérivée de l'industrie pharmaceutique, ça s'appelle le criblage à haut débit. Alors, haut débit, on est à nouveau dans les big data, on peut penser à complexité. Et je voudrais d'abord juste faire une petite parenthèse sur l'intérêt des petites molécules chimiques pour l'étude de la recherche. Parce qu'en fait, c'est vraiment donc ces molécules issues de la chimie de synthèse, ou même les substances naturelles, c'est des sondes irremplaçables pour l'exploration du vivant. Je pense qu'on en a tous utilisé, enfin beaucoup de biologistes. Ça permet de perturber une fonction biologique pour mieux la comprendre, à la fois aux échelons moléculaires, cellulaires, même jusqu'à l'organisme, et ça peut faire des médicaments, effectivement. J'aime bien les comparer, moi, les petites molécules, surtout quand elles ont une action réversible, à un bouton on-off sur lequel on peut appuyer pour activer ou éteindre une fonction. Et c'est particulièrement utile, ce matin on a entendu parler de l'imagerie en temps réel, c'est des sondes qui sont particulièrement utiles justement quand on les couple à de la vidéomicroscopie ou des choses comme ça, parce qu'on peut vraiment bien sonder les phénomènes dynamiques grâce aux petites molécules. Alors d'où vient le criblage à haut débit ? En fait, effectivement, l'industrie pharmaceutique est à l'origine de ce genre d'approche. Ça a démarré avec d'une part les développements de la chimie combinatoire, et on s'est retrouvé, ils se sont demandé comment est-ce qu'on pourrait tester. Je résume, mais comment on pourrait tester un maximum de molécules en un minimum de temps. Parallèlement, il y avait l'évolution des robots, la miniaturisation, et ils se sont servis de ces méthodes-là pour cribler les molécules. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça consiste à mettre en contact une molécule, plusieurs milliers de molécules. Dans l'industrie pharmaceutique, c'est plusieurs centaines de milliers de molécules, parfois moins. Et en recherche, on est plutôt dans l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de molécules, on va dire. Et donc, c'est de les mettre en contact avec une cible et avec un test biologique, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du criblage à haut débit ? Il faut des chimiothèques. Alors, on parle de chimiothèques pour les collections de molécules chimiques, comme moi, on parlerait de bibliothèques pour les livres. C'est des collections de molécules chimiques organisées en microplaques, répertoriées. Et il y a plusieurs sortes de chimiothèques. Il y a les chimiothèques patrimoniales de l'industrie pharmaceutique. Il y a des collections qu'on peut acheter, des chimiothèques commerciales de différentes sortes. Il y a des chimiothèques de substances naturelles. Et en France, aussi aux États-Unis, les chimistes académiques se sont aussi réunis, se sont mis d'accord pour mettre
répertorier toutes leurs molécules, les mettre dans un format utilisable pour le criblage à haut débit. Et c'est ce qu'on appelle l'initiative Chimiothèque nationale. Et ils les mettent à disposition des biologistes ou même, je crois, de l'industrie pour ceux qui veulent l'utiliser. Donc il faut des chimiothèques, il faut des robots, ça je ne vais pas en parler, ça c'est fort démocratisé. Il faut des tests biologiques miniaturisés. Et là, dans les approches de criblage, il y a deux grandes approches principales. Il y a des criblages ciblés, où c'est un peu comme en génétique en fait, où on va cribler les collections de molécules sur une protéine clairement identifiée, avec un test biologique, par exemple un test enzymatique, etc. Et on va chercher des inhibiteurs ou des activateurs. Et puis il y a aussi une autre sorte de criblage qui, à mon avis, est peut-être plus compliqué, mais qui est vraiment probablement plus source d'innovation. C'est ce qu'on appelle les criblages phénotypiques, où cette fois-ci, on va tester la collection de molécules sur une cellule, qui va être prise un peu comme une boîte noire, parce que ce qu'on va rechercher, c'est des molécules capables de perturber la cellule et d'induire un phénotype donné. Et donc, c'est un peu une boîte noire, parce que, sauf si on se sert de gènes rapporteurs, etc., mais on ne va pas savoir ce que la molécule va toucher directement. Ce qui va nous intéresser, c'est le changement de comportement de la cellule. Et ensuite, l'enjeu, ça va être de trouver qu'est-ce que la molécule a touché dans la cellule. Et alors parfois, on peut se servir de la molécule comme d'un hameçon pour aller à la pêche de la cible. Et ça peut être vraiment, on peut trouver des nouveaux mécanismes de régulation, des nouveaux mécanismes d'action aussi pour les molécules. Donc, chimiothèque, robots, tests. Ce qu'il faut aussi, c'est des personnes pour concevoir les tests. Il faut des biologistes, il faut les chimistes qui aident à réfléchir sur les collections de molécules, il faut des statisticiens, et il faut aussi des personnes qui savent faire fonctionner ces robots, les miniaturiser, et puis aussi il faut analyser tous les résultats, traiter les données, on a vite pas mal de données à traiter. Et puis il faut toute une stratégie post-criblage, parce que ce qu'on sort du criblage, on emploie un terme de touche, et ça m'amuse beaucoup parce que c'est une approche qui peut sembler un peu pêche à la ligne, très statistique, etc. Et effectivement, en anglais c'est hit, et en biologie c'est touche. Et on va avoir des touches qu'il faut valider, et puis il faut faire toute une série de tests complémentaires pour être sûr de ce qu'on a. Et puis enfin, il faut surtout, et là j'insisterai là-dessus, un dialogue constant entre les chimistes, les biologistes, aussi les statisticiens, à la fois pour le choix de la chimiothèque, pour l'analyse des touches, pour la synthèse d'analogues, etc. Et en fait, ce qui s'est passé avec le criblage à haut débit, c'est que ça a été une des disciplines, une approche technologique, mais qui a conduit à l'émergence d'une, on peut appeler ça une discipline, parce que maintenant ça a un nom, qui s'appelle la chémobiologie, dont vous avez tous probablement entendu parler. Alors il n'y a pas que le criblage à haut débit dans la chémobiologie, mais c'est une des approches. Et en fait, c'est donc une discipline d'interface, chimie, biologie, les Anglais parlent de chemical biology, mais en fait, elle a vraiment maintenant une part entière, la chémobiologie, parce qu'il y a même eu des journaux dédiés à la chémobiologie qui sont apparus et qui attestent vraiment de la naissance de cette discipline. J'ai noté donc en septembre 1994, donc ça a démarré aux États-Unis. En septembre 1994, il y a eu un premier numéro d'un journal qui s'appelle Chemistry and Biology, et c'était sous l'impulsion de deux chimistes, Stuart Schreiber aux États-Unis et Nicolas Wu aussi. 3 ans plus tard, il y avait le premier numéro de Current Opinion in Chemical Biology. Et enfin, la chémobiologie a été pleinement consacrée, on va le dire, avec l'édition en juin 2005, donc maintenant il y a une dizaine d'années, du premier numéro de Nature Chemical Biology. Donc vraiment, maintenant ça devient une discipline à part entière. Tout à l'heure, j'ai parlé des criblages phénotypiques comme quelque chose qui, à mon avis, était une approche qui était intéressante pour trouver de nouveaux mécanismes. Et finalement, je dirais que le criblage à haut débit, la chémobiologie, c'est réellement une source d'innovation. En fait, on a tous en tête des découvertes scientifiques qui sont le fruit du hasard. Bon, ici, en État Pasteur, on peut parler de peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux le fait qu'il ait trouvé le vaccin du choléra en se trompant, en injectant à des poules des vieilles souches, des souches oubliées, des vieilles cultures oubliées du microbe du choléra. Mais il paraît que c'est une approche de sérendipité. Je me trompe. Sérendipité, pardon. Claude Monneret me corrigerait. Donc, toujours est-il que finalement, le criblage à haut débit, si on couple ça et ces approches-là à des bonnes méthodes, des méthodes classiques de recherche, en fait, c'est une façon de faire de la sérendipité méthodiquement.
Et ça permet de... Attendez, juste... En fait, oui, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que finalement, avec cette démarche-là, on peut transformer une pêche à la ligne en chasse au trésor. C'est hyper risqué, mais ça peut marcher, et ça marche bien. Et maintenant, en France, il y a eu quelques pionniers, il y a, on va dire, une quinzaine d'années. Quand ils ont commencé, j'en fais partie, et on s'est un peu fait traiter. On m'a dit, tu rêves, on m'a dit, tu veux copier l'industrie pharmaceutique, mais tu vas le faire en moins bien. Alors je dis, mais non, c'est pas ça, c'est une approche. On a un outil fantastique pour explorer l'espace chimique, pour trouver finalement une molécule qui puisse agir et explorer et trouver des corrélations entre l'espace chimique et l'espace biologique, interagir dessus. Et en fait, comme toute nouvelle méthode et approche, il faut se l'approprier. On se retrouve à l'interface, il faut parler avec les chimistes. Les chimistes viennent nous voir aussi, parler avec les biologistes. Et il faut finalement une dizaine d'années à peu près pour arriver à ce que ça porte ses fruits. Et maintenant, on a vu depuis, ça va faire, je pense, 5 ans à peu près, un essor de tout un ensemble de publications en France, issues de ces approches de criblage à haut débit. Pas forcément toujours du haut débit, d'ailleurs, mais criblage de collection de molécules chimiques. Et c'est vrai que... Alors, oui, j'oublie encore une chose, c'est que la communauté autour du criblage s'est organisée en France. Donc, je vous ai parlé de la Chimiothèque nationale, mais il y a aussi différents groupes de recherche, des GDR, etc. Il y a le GIS Ibiza qui a bien soutenu aussi toutes ces approches-là. Et il y a aussi des écoles thématiques qui sont organisées régulièrement où se rencontrent des chimistes, des biologistes pour avancer dans cette discipline d'interface et échanger en termes de méthode, en termes d'approche. Et c'est vrai que Médecine Science m'a proposé l'année dernière de mettre en place une série sur la chémobiologie. Donc ça a été vraiment une réelle ouverture et ça permet de rendre compte de toutes ces avancées et je trouve plus mes mots. Enfin, ce que je veux dire simplement, c'est que dans cette série, on va trouver finalement les chimistes qui font les chimiothèques, qui vont présenter leur chimiothèque, les biologistes, alors il y a des plateformes de criblage qui vont présenter leur plateforme avec des sélectivités, et il y a tout un ensemble de success stories qui va sortir pour montrer comme quoi cette discipline fonctionne bien. Et je voudrais juste dire que quand on est comme ça, des approches où c'est une méthodologie qui a amené l'approche à l'interface, effectivement, donc c'est source de création, mais c'est aussi, et c'est ce que je trouve aussi important, c'est une aventure humaine, parce qu'il faut se comprendre, il faut faire l'effort de se comprendre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est le propre de toute aventure humaine, de tout dialogue. Il faut aussi faire des concessions. Parfois, un chimiste nous demande de faire un test de cytotoxicité. Ce n'est pas des plus passionnants pour un biologiste, mais il veut savoir si la molécule est toxique. Alors c'est un début. On dit, d'accord, on va regarder. Et puis après, on commence à réfléchir, mais pourquoi elle est toxique? On va plus loin. Et nous, biologistes, parfois, ça nous arrive de demander à un chimiste de faire un truc tout bête sur la molécule. Ou l'inverse, on peut lui dire, est-ce que tu peux modifier la molécule? Et on croit que c'est quelque chose de tout bête et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc petit à petit, on s'approprie les méthodes de l'autre discipline, c'est ce qui était évoqué aussi ce matin, et surtout c'est extrêmement riche à la fois intellectuellement et humainement. Voilà, j'ai un petit peu bafouillé, mais je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois. Donc maintenant on va commencer le débat, et puis normalement ce sont les étudiants qui éventuellement ont planché un peu sur ces différentes thématiques qui éventuellement peuvent poser les premières questions. Vous avez un micro en face de vous. Sinon, s'il y a également des questions dans la salle, ou la préparation des questions. Donc, merci à tous les intervenants pour leurs interventions très intéressantes. Alors moi j'avais une question un peu longue. Tout d'abord, on parlait tout à l'heure du big data. Alors, c'est mieux là? Ok. Donc on parlait tout à l'heure des big data dans les séances précédentes, et on a rappelé qu'il y avait une avalanche de données en fait, ce qui faisait que l'analyse ne parvenait pas à suivre et qu'on ne pouvait pas analyser ces données à 100%. Donc ça c'est vrai bien sûr de la génomique, de l'épigénomique, du microbiote, de toutes ces techniques qui génèrent énormément de données. Mais c'est vrai aussi que si les données ne sont pas analysées à 100%, c'est comme le disait Jacques Eck, que
comme à propos de médecine science, que la pensée en fait précède les données. Donc on a une question biologique et qu'on va générer ces grandes données pour tenter d'y répondre. Et en fait, le paradoxe de ces big data, c'est que finalement, elles sont générées pour répondre à une ou un petit nombre de questions, mais qu'elles sont capables d'en adresser infiniment plus. Et donc en fait, dans la communication au sein de la communauté scientifique dans ces dernières années, à côté de l'axe traditionnel de la communication qui est la communication des résultats, on a construit un modèle et on a construit une théorie en fait, qui permet de répondre à un certain nombre de questions. On a aussi toute une communication qui se fait autour de la diffusion des données qu'on a produites, qu'on a annotées, on sait sur quels échantillons on les a faits et qu'on les a bien faites. Et donc en fait, ma question c'est est-ce qu'un journal de vulgarisation doit faire un effort de communication sur cet axe de la communication des données, que ce soit sur leurs efforts de production, comme le consortium américain du cancer Genome Atlas, qui a créé énormément de données massives sur le cancer et qui les a extrêmement bien annotées, ou encore sur des approches qui visent à rassembler tout un ensemble de big data hétéroclites de domaines différents par une équipe de chercheurs pour répondre à une question qui n'était pas du tout celle pour laquelle les données avaient été créées. Donc votre question, si je la résume, c'est est-ce que Médecine Science doit avoir un rôle dans l'éclairage sur les bases de données existantes annotées dans l'ensemble des champs disciplinaires que vous avez couverts là? Alors, qui veut répondre? Jacques, tu veux répondre là-dessus? Je peux dire juste un mot, je ne sais pas si ça sera pertinent ou pas, mais il y a je sais pas, un des intervenants qui avait dit que la création des données ne peut pas en fait être analysée par les outils qui ont été créés il y a 15 ou 20 ans. Alors, pour répondre plus précisément à cette question, les questions qui se posent actuellement justement sur le rassembler et donner accès à ces données, il faut le voir de deux manières. D'abord d'une manière historique, c'est qu'est-ce qui s'est passé? L'approche réductionniste, ce que j'essaie de montrer, a généré beaucoup de données et dès les années 70, et la France a été la première, je crois, à créer en fait la première base de données de séquences nucléotiques qui était ACNUC en 1976. Elle a utilisé elle a permis en fait l'accès à ces données par notre Macintosh à nous qui était le Minitel et qui n'a pas eu le même succès. Et ensuite, en fait, c'est en 82 qu'on a eu les premières bases de données qui ont été construites sur ceux qu'avaient construit les informaticiens, c'est-à-dire des bases de données relationnelles avec une approche SQL. Et donc, comme disait Bernard tout à l'heure, il faut pour mettre des données dans ces bases de données relationnelles qu'elles soient extrêmement bien homogénéisées. Actuellement, ça ne devient pas possible. On retrouve les mêmes problèmes qu'on a dans d'autres disciplines. Et donc la question, c'est comment on va mettre des données sur le cloud, comment on va utiliser des bases de données non SQL, comment on développe en fait, ou comme disait Jean-Louis Martin, comment on développe en fait des représentations de ces données, soit sous forme de graphes et de diminution de la dimensionnalité en fait de l'ensemble de ces données. Donc on est dans un phénomène où il y a un aller-retour. Bon, donc ça c'est la description de l'état d'art. Quel est le rôle de médecine science là-dessus? C'est de prendre un recul par rapport en fait à ce que j'ai appelé des clans disciplinaires, qui serait de dire les données, il faut que ça soit dans des bases relationnelles, point. Par rapport en fait à un autre groupe qui dit on peut inventer, être innovant aussi sur la manière de représenter les données, et les données complexes entre guillemets. On peut être innovant en fait sur la manière de stocker les données, d'aller les retrouver. Donc c'est toute la réflexion en informatique qui est poussée par Google, qui est poussée par Facebook, etc. dans d'autres disciplines, mais qui développe des outils qui pourraient être utilisés pour représenter ces données. Dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, j'en ai strictement aucune idée. Quel est le rôle de MS? Je crois que c'est ce que je disais au départ, son défi, c'est de ne pas se laisser en fait, noyer par les données, mais d'avoir un esprit critique par rapport à l'analyse et à la production de ces données. Et dernier point, c'est d'avoir un esprit critique par rapport à l'erreur et à la quantité d'erreurs qu'il y a dans ces données. Je veux bien aussi rebondir parce que je crois qu'Étienne pose une question qui nous interroge tous. Donc, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques sur le recul critique, sur le fait que beaucoup de données sont erronées
en particulier plus de 20% des annotations sur les puces dont il a été question ce matin en génomique sont fausses. Et donc aujourd'hui, le RNA-seq et tout ça va rebattre les cartes. Mais la question d'Étienne était sur le transfert, l'intelligibilité de ces données. Et c'est vrai qu'on est face à un challenge qui est qu'il y a beaucoup d'articles de médecine science qui contiennent des méthodes d'intelligibilité des données. J'en prendrai qu'un exemple, c'est celui de l'analyse des facteurs de risque par rapport aux variations génétiques qui peuvent être associées à une susceptibilité à telle ou telle pathologie. Et c'est vrai que nous avons beaucoup d'articles, les chroniques de Bertrand Jordan, d'autres articles, je pense à un article par exemple sur la sclérose en plaques, dans lequel la notion de facteur de risque est analysée. Et la notion de facteur de risque en liaison avec la variabilité, la variation génétique analysée, mais nous n'avons pas été jusqu'à produire des fiches ou des résumés plus grand public pour utiliser ces données qui sont à l'intérieur des articles de médecine science et en faire quelque chose de plus facilement accessible et intelligible pour le plus grand public. Et peut-être qu'une des dimensions de travail qu'il y a à faire dans l'avenir, c'est d'utiliser la gigantesque base de connaissances que représentent les articles de médecine science pour rendre la science plus intelligible et peut-être mieux répondre à cet objectif d'acculturation scientifique qui était dans les missions de médecine science. Vous aviez une question également. Oui, moi j'ai une question qui est en relation avec ce qui vient d'être dit, notamment sur la façon de générer ces données. Et je pense aux modèles expérimentaux, puisqu'on sait que, notamment sur les modèles précliniques, on utilise beaucoup de modèles murins pour développer des médicaments, par exemple, et ça, c'est à l'origine d'une génération d'un très grand nombre de data en biologie aujourd'hui, et que ces modèles murins ne sont pas forcément reproductibles, et surtout qu'ils ne sont pas forcément transposables chez l'homme, et que cette immense masse de données qui sont générées chez la souris ou chez le rat ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on essaye de faire derrière chez des patients et l'impact que ça a de générer toutes ces données qui au final ne vont nulle part. Alors, qui veut répondre sur le fait que les données ne vont nulle part ? Les données, elles ne vont pas nulle part. D'abord, elles doivent être stockées, elles sont stockées quelque part. Et si elles ne sont pas immédiatement exploitables, elles constituent des opportunités pour le futur. C'est-à-dire que des données qui ont été financées par d'autres, par un centre de séquençage américain par exemple, s'ils ne sont pas capables d'exploiter eux-mêmes cette donnée-là, alors elle devient disponible à tous. Et le plus malin trouvera quelque chose s'il y a quelque chose à trouver. Ou ne trouvera pas s'il n'y a rien à trouver. Une opportunité. Je voudrais peut-être éventuellement prolonger cette question, en particulier vers Claudine Julien, mais également pour tous, sur l'exploitation dans ces données complexes de différents modèles. Imaginons pour les déterminants génétiques et épigénétiques de maladies communes, d'expériences faites chez la drosophile. On modifie le régime, on regarde ce qu'il en est éventuellement de certains traits ou de marques épigénétiques. On fait la même chose chez le rat, ou de façon différente. On fait la même chose dans une autre espèce animale, voire dans une cellule. Est-ce qu'il y a actuellement des travaux qui sont faits pour essayer de rassembler, non pas linéairement chacune des études, mais essayer de complexifier et d'avoir derrière ça une information qui puisse, soit au niveau des marques génétiques à travers les différentes espèces, soit à travers les différentes expériences qui sont faites, avoir encore plus de renseignements que par l'expérience elle-même. Je vais faire un bref rappel. Quand donc un spermatozoïde et un ovocyte se rencontrent, ils ont chacun sur leur génome des marques épigénétiques. Et ces marques épigénétiques, il faut qu'elles soient effacées de manière à redonner naissance ensuite à toutes les cellules, donc à acquérir une totipotence.
Et on commence maintenant à connaître que ce soit au niveau des gamètes ou que ce soit au niveau ensuite de l'effaçage qui se produit après la fécondation, on commence à connaître des séquences qui échappent à ces processus d'effaçage ou d'effacement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces séquences, elles sont conservées entre différentes espèces. Donc, il y a des chances, je ne dis pas que c'est quelque chose d'absolu, mais il y a des chances pour que ces séquences puissent être les supports de mécanismes liés à l'environnement qui puissent ensuite passer non effacés à travers les générations. Donc voilà, c'est un exemple où la conservation entre les espèces peut être très intéressante. Et c'est effectivement, il y a plusieurs articles récents qui montrent ce type d'analyse. Alors, il y a aussi, bien entendu, les expériences qui consistent à soumettre un animal à tel ou tel régime, ou au stress, ou à des facteurs environnementaux particuliers. Et effectivement, quand on voit qu'il y a conservation, par exemple, le récepteur au glucocorticoïde est un gène qui est quand même très important dans le cas dans les mécanismes de stress. Et si on s'aperçoit qu'on a les mêmes types de modifications que ce soit dans le cas du traitement par la mère des petits que, par exemple, dans les souvenirs de l'Holocauste chez certains individus, eh bien, on peut quand même se dire qu'il y a des pistes intéressantes et communes entre différentes espèces. Là, c'est entre le rat et l'homme, mais ça peut être autre chose. Oui, je vous en prie, allez-y. Donc j'ai une question pour poursuivre celle de ma camarade, qui est qu'en effet, je pense qu'il y a un certain nombre de résultats qui ne s'appliquent pas à l'homme, qui ont été établis sur des modèles murins par exemple, qui ne s'appliquent pas à l'homme. Et je pense qu'une partie de ce phénomène est due au fait que les expériences chez la souris sont majoritairement faites sur des souris syngéniques. Donc plutôt que d'avoir un modèle murin, en fait, on a une sorte de clone qui ne va pas représenter les souris, mais qui va représenter en fait un individu ou un clone de souris. Et donc je pense que comme le thème de cette session c'est complexité, quand on a un modèle murin et qu'on produit un certain résultat chez un modèle murin et qu'ensuite on va essayer de reproduire ce résultat sur une autre souche de souris et que ce résultat ne va pas marcher, est-ce qu'il faut jeter la souris à la poubelle, façon de parler. Est-ce qu'il faut totalement arrêter les manipes sur cette souris? Non, on ne jette pas les souris à la poubelle. Mais est-ce qu'il faut arrêter et se dire bon bah je comprends pas, c'est pas grave? Ou alors est-ce que la complexité c'est pas justement d'intégrer cette dimension de variabilité interindividuelle pour comprendre pourquoi est-ce que notre résultat était vrai dans un cas et pas dans l'autre? Est-ce que c'est pas là le vrai intérêt de la démarche scientifique et d'essayer de pousser les limites de nos systèmes? Oui, oui. Non, je voudrais répondre à ce système, à cette question, c'est que même pour des souris qui sont génétiquement identiques, qui sont placées dans un environnement identique, on obtient une variabilité très importante chez la souris. Or, ce que l'on constate jusqu'à présent, c'est que quand on a fait des modèles animaux comme ça, on a toujours essayé d'avoir, je dirais, les réactions extrêmes. Et on s'intéresse le plus souvent aux souris qui sont malades, qui montrent une pathologie, plutôt qu'aux souris qui résistent. Or, le fait justement de pouvoir comparer des souris résistantes qui sont génétiquement identiques et dans le même environnement à des souris qui, elles, sont sensibles et aussi génétiquement identiques, c'est une source de compréhension des mécanismes entre la résilience et la sensibilité qui est encore très, très sous-exploitée. Et donc ça aussi, ça pourrait être très intéressant. Donc il ne faut pas jeter les souris, même celles qui résistent, il faut les garder et il faut bien les étudier aussi. Voilà. Il y avait des questions dans la salle. Donc il y a Jean-Luc Théiot d'abord, ensuite je crois qu'il y avait puis Joël après, puis une troisième personne là-bas. Ah oui, je t'en prie, excuse-moi. Je voudrais revenir à la question médecine-science face au temps des complexités.
Je trouve que la discussion est extrêmement intéressante et je voudrais également faire à la fois un commentaire et poser une question-suggestion qui a été soulevée par Hervé Schneives, avec qui je m'entretenais tout à l'heure au moment de la pause. MS face aux complexités, je pense qu'un des rôles de MS et des scientifiques qui sont là, certains en tous les cas, l'ont bien montré, c'est d'instaurer un doute, mais un doute fort, un doute sérieux, qui est un facteur d'avancée. Je suis sensible au fait que, en particulier, M. Henri Sade, dans un domaine qui est... Je suis à l'origine gastroentérologue, donc j'ai bien connu la montée du microbiote, et je vous remercie, M. Henri Sade, d'avoir été à la fois un homme d'avenir et modeste. C'est ce doute-là qui, je crois, est extrêmement intéressant. Donc, je pense que le rôle de médecine science face aux complexités, c'est de donner aux lecteurs et aux lecteurs futurs, il ne s'agit pas de passéisme, c'est-à-dire à l'étudiant, qu'on veut rendre désireux ou en appétit de science, et aux médecins. Je ne voudrais pas trop aller vers la clinique, je ne voudrais pas soulever ce point mais il est évident que la science d'aujourd'hui, sous une forme ou sous une autre, devra être captée par le médecin de demain. Donc là, la science a un rôle important. Donc faire comprendre la variété de la complexité, elle peut être intrinsèque aux données elles-mêmes, à l'interprétation des données sur un plan réductionniste, mais également à la synthèse. Et ce qu'a dit le premier orateur est très important, réductionnisme versus la vision holistique, c'est un point extrêmement important. Je rappelle qu'au cours de ces 30 dernières années, on a vu disparaître l'étude de la physiologie d'organes au profit des gènes, au profit des cellules. C'est un point important. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer, faire une question qui rejoint le point que Hervé Schneives a soulevé, qu'on suivait tout à l'heure, c'est que, par définition, Médecine Science est un journal d'interface. Mais quand on voit le titre, on voit ces interfaces au singulier. Moi, je pense que Médecine Science est un journal d'interface au pluriel. Il y a les interfaces entre la science expérimentale et la science conceptuelle, l'interface entre la technologie proprement dite et la science, l'interface donc entre science et science, et l'interface entre science et transfert. Et je pense, et c'est là que je voudrais faire cette suggestion, qui rejoint, je dois dire, ce qu'a dit Hervé Schneives, je voudrais l'appuyer, c'est qu'il y a dans Médecine Science un gisement formidable, quand on lit les articles, de ce doute scientifique constructif, c'est-à-dire, comme dit M. Harissa, on a des données, mais il faut les garder, effectivement, et on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on ne peut pas dire que c'est à jeter, n'est-ce pas? On ne peut pas dire non plus que ça va produire. Et ce doute scientifique est un facteur énorme de progrès, je crois. Donc je pense que le mot interface, dans certaines rubriques, interface au pluriel, devrait apparaître. En même temps que des brèves, il y aurait des interfaces, mais rédigées par des scientifiques indiscutables. Il ne s'agit pas de... Voilà un point que je voulais soulever. Et je voudrais terminer par un exemple sur lequel il ne faut pas jeter. Whipple a décrit une maladie intestinale bactérienne, dont on sait maintenant qu'au début du siècle du XXe siècle. Pendant très longtemps, on n'a pas su son origine. Je signale que Whipple, G.H. Whipple, a eu un prix Nobel, mais 30 ans plus tard, tout à fait pour autre chose, pour des études physiologiques. Eh bien, c'est en 1993, avec l'avènement de la PCR bactériologique, entre guillemets, qu'on a pu récupérer les sérums qui étaient dans des sérothèques conservées aux États-Unis, des premiers malades, et trouver le germe dont on sait maintenant qu'il est responsable de la maladie, qui est Trophérima whippelii. Il a fallu 90 ans. Donc je pense qu'à la fois ce doute et cette patience scientifique est une chose formidable, mais qu'il faut l'inculquer, à mon avis, aux jeunes par des rubriques, là je reviens à Médecine Science, non pas dans le titre, mais c'est une suggestion, bien entendu, qui les incitera à se poser des questions et à garder, disons, l'équivalent des sérothèques que leurs aînés auront consciencieusement récoltés. Merci beaucoup pour ce commentaire et puis cette suggestion. Jean-Luc Théiot. Juste quelques remarques. Alors, juste pour que l'auditoire comprenne bien, Étienne Becht et Claire Deligne travaillent au Cordelier dans mon équipe avec d'autres chercheurs. Et ce que je trouve intéressant, et je viens sur ce point, c'est que Étienne étudie des big data, accumule des big data et les exploite. Il a été recruté pour ses talents au départ de mathématicien puisqu'il vient de l'école polytechnique. Et donc, il est
ses capacités et son phénotype de formation l'ont logiquement amené à ce type d'études. Et Claire, qui, malgré ce qu'elle a dit, ce qui peut sembler paradoxal, travaille sur un modèle préclinique extrêmement précis chez la souris. Alors j'espère que les data qu'elle obtient, qui sont aussi les miens, ne finiront pas nulle part. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est intéressant de voir que actuellement se côtoient, d'une part donc le traitement de données en masse et en même temps, je dirais, la capacité de fignoler un diamant. Et ça m'a... Donc, je vais m'adresser à Laurence Lafenecher. Je voudrais vous faire part de mon doute sur... de mon interrogation sur ce qu'on appelle, depuis assez longtemps maintenant, le criblage en masse au débit. Si on regarde bien les molécules qui sont sorties ces derniers temps, et notamment les molécules qui sont dans les hit parades, ce qu'on appelle les top drugs, pour faire de l'anglais, et notamment la numéro 1, c'est un anticorps monoclonal, qui est l'anti-TNF, qu'importe, un des anti-TNF-alpha. Et ce qui me frappe, c'est que dans le monde de ces drogues qui sont plus qu'émergentes, puisqu'il y en a une quarantaine qui ont des autorisations de mise sur le marché, aucun de ces anticorps, aucun, n'a été obtenu à la suite de criblage au début. Il faut savoir que dans les 20 molécules les plus vendues dans le monde, et en tout cas celles qui rapportent le plus, donc qui ne sont pas forcément les plus utilisées, il y a 8 anticorps monoclonaux, et les projections, c'est qu'il y en aura 14 dans 10 ans. Et donc ma question, c'est finalement, est-ce que cette vision de criblage en masse, de big data, est-ce que c'est pas, je vais faire rire l'auditoire, la vision un peu B52 qui a submergé notre milieu, et que finalement, quand on regarde bien en détail les choses, on s'aperçoit que les cibles qui ont été définies, les plus récentes, ne sortent pas forcément non seulement forcément, mais ne sortent pas de ce type d'approche. Par exemple, l'anti-PD-1, qui révolutionne un certain nombre de domaines de la cancérologie et va les révolutionner, ne sort pas du tout de ce type d'approche, mais sort de travaux de recherche fondamentaux, finalement assez classiques. Donc je voulais avoir votre point de vue. Et juste un dernier point, et juste dire, je ne dis pas qu'il faut évidemment que Médecine Science ne s'intéresse pas aux métadonnées, big data, etc. Mais je crois que les deux vont coexister, et qu'il y a encore, en tout cas, pour Médecine Science, le challenge de mettre en doute ces grosses approches émergentes dans ce qu'elles vont vraiment impacter sur le plan de notre capacité translationnelle vers les soins. Bon, je vais répondre en deux temps. D'abord, moi j'ai parlé plus du criblage au débit comme outil pour la recherche, où là on peut effectivement découvrir des nouveaux mécanismes d'action. En ce qui concerne le médicament, je suis un petit peu moins bien placée parce que je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas dans l'industrie pharmaceutique. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a une revue dans Nature Drug Discovery où ils ont analysé sur les 10 dernières années comment avaient été découverts les nouveaux médicaments. Alors je suis d'accord avec vous, tout à fait. 30% des nouveaux médicaments sont des biologiques, des anticorps, etc. Et 30 autres %, même plus, un peu plus, sont issus du criblage au débit et justement des criblages phénotypiques. En fait, des nouveaux médicaments avec nouveaux mécanismes d'action. En fait, pour trouver, il y en a 30 autres %. Et ensuite, le reste, c'est ce qu'on appelle des MeToo, et ça a été sur des target-based, excusez-moi, je parle anglais, sur des criblages ciblés, où une fois qu'un mécanisme d'action a été identifié, à ce moment-là, on a recherché. Mais le criblage... Alors, je discutais avec une collègue qui a été dans l'industrie pharmaceutique là tout à l'heure, et qui me disait que pendant longtemps, effectivement, l'industrie pharmaceutique a criblé des centaines de milliers de molécules, qu'ils en sont revenus et qui font maintenant des approches beaucoup plus intégrées, beaucoup plus ciblées, en criblant moins de molécules et plus réfléchies, on va dire. Ça laisse moins de place à la diversité, mais ça marche aussi. Mais, voilà.
Il y avait une question dans le fond, une personne qui attend depuis un certain temps. Oui, j'ai peur de peut-être pas avoir compris tout à l'heure, mais je crois qu'on faisait un peu un procès aux souris et par rapport à l'homme, avec la question de la définition d'un modèle. Qu'est-ce que c'est un modèle? Et si on veut modéliser un homme, évidemment, on ne prend pas une souris. Et donc, je pense qu'il faut prendre la souris pour ce qu'elle est, une souris, un animal, un système in vivo dans lequel on veut poser une question à une hypothèse. Et donc, il faut rester prudent avec ce qu'on obtient chez la souris. Je pense que beaucoup le savent, mais je crois que pour les jeunes, c'est peut-être important de rappeler que la souris, c'est pas l'homme, le rat, c'est pas l'homme, et même le singe, c'est pas l'homme. Même si on est des singes, vous le savez. Mais donc, je veux juste rappeler que la souris, elle amène plein d'infos et qu'il ne faut pas lui faire un procès aussi simplement et dire on le jette à la poubelle. J'ai cru entendre ça tout à l'heure, je me suis peut-être trompé. Non, c'était accidentel, rassurez-vous. Joël Bocart, Joël, tu avais une question, Joël Bocart? Oui, moi j'avais un petit commentaire sur la complexité, parce que là, vous parlez d'une complexité, bien entendu, de données obtenues dans des conditions expérimentales données. Et le problème de la complexité, elle est aussi générée par les conditions expérimentales. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Beaucoup à dire sur le design biostatistique des expériences qu'on fait. Donc on obtient, bien entendu, ce qu'on a designé, et le design n'est pas toujours idéal. Et de temps en temps, je me pose la question sur le financement des données de la biologie. Alors, big data, évidemment, puisque il y a toujours beaucoup de données. Il se trouve que j'écris une Physiological Review en ce moment, et je m'aperçois que sur un certain nombre de points, de pathologies, etc., les données sont très contradictoires quand on va vraiment lire les articles et pas simplement regarder avec un moteur de recherche si tel ou tel gène est impliqué dans telle ou telle pathologie. Et des données contradictoires. Et quand on creuse un peu plus, quand on va lire les articles, on s'aperçoit que le design expérimental était complètement différent. Et du coup, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire parce que qui a raison, qui a tort, c'était pas la même souris, c'était pas la même cellule, c'était un traitement de 15 jours, un traitement de 3 jours, un traitement de... Et donc, on a quand même une question à se poser sur, éventuellement, de temps en temps, sur le financement de tout ça. Parce que, bon, évidemment, c'est infini, hein, la biologie, c'est infini. Sur un petit problème, si vous variez le temps, les conditions expérimentales, etc., vous pouvez faire des expériences à l'infini et donc avoir des big data à l'infini. Et donc, de temps en temps, je me suis un peu sceptique sur qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut guider un peu comme le font les physiciens, les expériences, ou ça, c'est pas notre culture? Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et justement, on obtient ce qu'on obtient, c'est-à-dire, sur un certain nombre de points, quand on veut faire une revue, on est un peu comme la poule devant l'œuf, parce que voilà, on arrive éventuellement à des résultats complètement différents, mais on ne sait pas qui a raison, puisque finalement, les conditions expérimentales étaient complètement différentes. Donc on a là aussi on a une complexité due à notre condition expérimentale et à notre aussi défaut, ou en tout cas travers du biologiste qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et avec les conditions expérimentales qu'il veut. Et je me demande si ça peut être reproduit à l'infini, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le topic de notre session. Mais cela dit, sur... Comment? L'irreproductibilité des résultats, la complexité des résultats. Oui, non, j'ai bien compris. Après, tu poses la question de la politique de recherche nationale, européenne, sur projet, il y a plein de choses qui sont derrière ça, sur le financement. C'est la grande joie, la complexité de la recherche et du vivant en même temps. Tu veux répondre là-dessus? En général, en fait, je n'étais jamais d'accord avec Joël, mais je suis d'accord là, en fait, sur la première partie de ce qu'il a dit. Il y a effectivement en fait un lien, et c'est un autre des liens. Je parlais, si tu veux, dans la définition un peu de la complexité, je la définissais à partir en fait de ce retissage de liens. Un des liens que tu mets en avant, qui me semble évident, mais qui effectivement il faut répéter, c'est le lien entre l'expérimentateur et les données qu'il produit, à travers effectivement la pensée, la stratégie qu'il met en place. La deuxième partie, c'est là où je ne serais pas d'accord, c'est-à-dire, je rejoindrai Xavier, c'est-à-dire
faire de la recherche, pour faire de la science, pour moi, n'est pas programmable et c'est un cheminement. Donc effectivement, il y a beaucoup de données, ce qui est cher, effectivement qui est cher, mais effectivement, c'est un pari, le pari de la connaissance. Par contre, et c'est quand on est dans une culture de la science, justement, on opposait ce matin, et je suis complètement d'accord avec ça, une culture de l'ingénierat par rapport, et ça revient aussi à une des questions qui a été posée. C'est-à-dire, effectivement, la science a un coût, mais en fait, ce n'est pas ça qui doit déterminer comment la science se fait. Par contre, obtenir un médicament, c'est effectivement penser que les modèles précliniques qu'on a au départ sont prédictifs de ce qui va se passer chez l'humain. Et dans une culture ingéniorale, on va essayer de minimiser ce coût pour avoir le produit à la fin avec le moins d'argent possible. Dans le cas de la science, là, je suis complètement en désaccord avec ça. Je crois que dans le cheminement, il y a un plaisir. Dans le cheminement, il y a des découvertes par sérendipité. Il y a en fait 90% de ce qu'on va observer qui n'aura rien à voir avec éventuellement la maladie, mais en termes de bénéfices directs. Mais ça pourra avoir un bénéfice indirect peut-être X dizaines d'années ou quelques dizaines d'années plus tard. Et donc, il y a sur la première partie de ton analyse, c'est-à-dire la complexité, comme la relation, un peu comme en physique quantique, etc., je suis d'accord. Sur la manière de faire de la science en étant plutôt avec la pensée en primauté, c'est-à-dire le modèle et le concept, un peu comme les physiciens le font, et pas guidé par une science occupationnelle qui va produire des données pour produire des données, je suis encore d'accord. Sur la manière ensuite de dire comment on va faire un gouvernement scientifique et dépenser l'argent au niveau de la science, c'est là où je serai en désaccord. Une question derrière, et puis oui. on va s'arrêter dans 5 minutes. J'ai une question à propos des données. Là, ici. J'ai une question à propos des données. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le biologiste doit être capable de se dire, voilà, j'ai mes données, j'en ai beaucoup, et en fait, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de les analyser correctement. Parce que moi, je sais que c'est très difficile. Personnellement, pour moi, j'ai mes données, c'est les miennes. Il a fallu les chercher et elles sont plus complexes que ce que j'imaginais, plus complexes que ce que j'espérais. Je suis devant et il y a un moment où il faut lâcher la main d'une certaine façon. Il faut dire, voilà, moi j'ai une formation biologique et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces données complexes, quoi ? Est-ce qu'il y a un moment où on se dit, on va les garder plus tard pour avoir un meilleur modèle ou est-ce qu'on va les voir ailleurs ? C'est le principe même de la recherche. Non, je suis bien d'accord, mais qui s'applique d'autant plus avec les données complexes où en fait c'est même plus un biologiste qui peut répondre à ces questions. Bien sûr que oui, c'est anticiper ce que l'on va avoir et chercher les bonnes collaborations, les anticiper, éventuellement quand on est surpris, aller chercher les autres collaborations qu'on n'avait pas anticipées. Mais évidemment, ça ne se fait jamais seul. C'est un principe. Enfin, je ne sais pas, d'autres qui veulent répondre là-dessus ? Il y a une vraie question que vous posez, qui est... Moi, je pense qu'en fait, cette question se pose parce qu'on est dans un système de transmission de l'information, de transmission des connaissances qui part comme principe que la découverte de la connaissance se fait individu par individu et qu'on est en biologie un chercheur individuel. C'était vrai quand on décrit, c'était vrai quand on a un certain... Enfin, quand on commence en fait à énumérer, je dirais, les éléments du système. À partir du moment où effectivement il y a une certaine complexité, je pense qu'on met en place ces tissages, il faut les mettre aussi au niveau des individus et des gens et on travaille par équipe. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que cette idée en fait de pédagogie projet où il y a une équipe d'étudiants qui sont autant des mathématiciens, des biologistes que des sociologues et qui soient capables de confronter, on commence en fait à la mettre en place dès le master et dans y compris les projets de master, mais y compris de la manière de fonctionner. Je crois qu'actuellement, on est avec l'idée que tout ce qu'on fait en recherche, on le fait comme une somme d'individus et pas du tout comme une équipe qui travaille ensemble avec des compétences multiples. Je voudrais juste compléter ce que dit Jacques. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'interface avec les chimistes et finalement comme il faut travailler ensemble, j'ai vécu exactement la même chose avec une masse de données qui était issue de souris traitées, de souris non traitées. Et je ne pouvais pas les analyser moi-même, c'était trop compliqué. Et là, il faut faire appel, effectivement, moi j'ai fait appel à tout un groupe dont c'est le travail, de faire des algorithmes, de faire des analyses biostatistiques.
Et c'est vrai que ça prend du temps. Après aussi, c'est d'autres méthodes, donc de discuter avec eux, de comprendre leur langage, etc. Mais c'est ensemble et en faisant aussi confiance à l'expert. Moi, c'est quelque chose, il y a des fois, je dis, bon, bah là, je ne comprends pas la méthode, mais enfin, je comprends les grandes lignes. Il faut quand même comprendre ce que l'autre a fait, mais je n'irai pas dans les détails. Et finalement, en discutant comme ça, en s'appropriant petit à petit sa discipline, en expliquant sa propre problématique, on y arrive. Mais on ne peut pas tout savoir tout seul, c'est évident. Bien, merci beaucoup en tout cas à tous les orateurs. Merci à vous de votre attention. Et donc, 20 minutes de pause, et puis on se revient à 16h pour la séance suivante. -5 de 16h.